Bonjour Moïse Novillon. Bonjour Carole, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Bonjour Stéphane Arinou Rossou. Bonjour Carole Olaye, bien évidemment. Bonjour à Moïse Novillon. Bonjour aux téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM. Voilà. Élections législatives, toujours nous en parlions sur ce plateau hier, Stéphane Arinou Rossou. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'avenir du principal parti de l'opposition qu'est les démocrates. Ma toute première question, ce sera à vous ou à Moïse? Je pars vers Moïse. Comme d'habitude, je prends comme voici une émission. Alors, ma toute première question, à quoi est due concrètement la défaite des démocrates, selon vous, Moïse Novillon? Non, le code électoral ou leur faiblesse interne que nous avons tous remarqué et suivi à travers les différents épisodes. Tout à fait. En fait, c'est quand même un peu sans surprise. Et pour ce qui concerne la situation, bien sûr qu'on a qualifié de débâcle au niveau de la formation politique, les démocrates, parce que en fait le choix effectué, la stratégie du parti était déjà très risquée. On en a suffisamment débattu ici sur ce même plateau au cours de cette même émission de long en large par rapport à effectivement le fait que les responsables de cette formation politique aient choisi de ne pas s'allier, de ne pas entrer en accord de gouvernance avec d'autres formations politiques, alors que effectivement le code électoral aussi est imparfait, soit-il avait quand même proposé cette voie-là pour essayer de se sauver, et je le dis ainsi quand même, de sauver les formations politiques qui auraient quand même réussi à faire une certaine performance au cours de cette élection, de ces élections législatives surtout. Et donc, effectivement, ce qui pourrait expliquer, ce n'est pas essentiellement le code électoral. Le code électoral a offert le bouée de sauvetage et vous vous êtes rendu compte que le parti a frôlé les 17%, c'est 16 et quelques pourcents sur le plan national. Et donc, s'il y avait eu accord de gouvernance, par exemple, le parti aurait pu quand même enlever quelques sièges dans certaines circonscriptions électorales où il est parvenu à quand même mobiliser 20% des suffrages exprimés. Et donc, le choix était déjà risqué. Et donc, il faut dire que le parti paye et il fait les frais de sa stratégie. Et c'est une stratégie de longue date. Ce n'est pas seulement au cours de ces élections législatives qu'il faut analyser la situation au sein de la formation politique, les démocrates. C'est comme si, peut-être que c'est un peu naïf de leur part, ou bien peut-être qu'ils n'ont pas la pleine compréhension des actes ou bien des pas qu'ils ont posés depuis la constitution de cette formation politique aux encablures de 2021. C'est-à-dire que en décidant de se démarquer de la FCBE pour aller constituer les démocrates et décider de participer à l'élection présidentielle de 2021 d'abord, et puis aux élections législatives de 2023, jusqu'à se faire élire, à enlever 8 sièges au Parlement, le parti avait déjà décidé, peut-être de façon tacite, de faire des concessions avec la mouvance au pouvoir en fait. Parce que ce sont les lois querellées, les lois disputées là, qui ont fini, c'est à ces lois-là que le parti a fini par se conformer pour pouvoir se présenter à ces élections-là, c'est-à-dire la présidentielle de 2021 et les élections législatives de 2023. Et donc, si on se retrouve en 2026 et que le parti pense qu'il n'a pas intérêt à s'acoquiner, je mets entre guillemets, avec les formations politiques de la majorité présidentielle, parce que ne répondant pas aux mêmes conduites, aux mêmes consignes ou bien aux mêmes codes de conduite, voilà, c'est que les responsables de cette formation politique-là ont mal lu en fait les pas qu'eux-mêmes ils ont posés jusque-là. Et donc malheureusement, c'est malheureux, on le dit avec un peu le pincement au cœur, pour les militants surtout qui ont cru à ces leaders, à ces responsables politiques-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu enlever de sièges, ils n'ont pas pu enlever de mandat, et c'est regrettable pour les militants, pour la formation politique. Et donc la débâcle s'explique par un choix qui n'a pas payé en fait.
Et donc, Alors, est-ce que la faible participation électorale a-t-elle pénalisé également l'opposition? oui, la faible participation électorale, ça veut dire que l'opposition politique, j'y arrive, et pas que l'opposition politique, c'est-à-dire que toute la classe politique n'est pas parvenue en réalité à convaincre les citoyens à sortir. C'est comme cela qu'il faut faire la lecture. De façon globale, l'ensemble de la classe politique n'est pas parvenu à convaincre les électeurs à faire le déplacement pour aller voter. Maintenant, il faut quand même observer qu'il y a quand même eu de progrès. Donc, par rapport aux échéances qui sont passées immédiatement, c'est-à-dire en 2023, en 2021, en 2020, en 2019, il y a quand même eu de progrès. Et donc, il y a des efforts qui ont été faits. Mais évidemment, ça n'a pas suffi. Et donc, on s'attendait à ce que les démocrates, par exemple, qui ont besoin d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale pour pouvoir avoir des représentants à l'Assemblée nationale, puissent faire le maximum pour faire sortir, évidemment, leurs militants et surtout les électeurs dans le rang des indécis et autres, par exemple. Et donc, le parti n'est pas parvenu à réaliser le miracle qu'on espérait. Et donc, c'est dommage, si on peut le dire ainsi. Mais effectivement, oui, les Béninois ne sont pas sortis voter et s'ils ne sont pas sortis voter dans une certaine majorité, et s'ils étaient parvenus à le faire, peut-être qu'ils auraient pu sauver la formation politique, les démocrates. Voilà la lecture que j'en fais personnellement par rapport à ce qui concerne bien sûr le taux de participation. Et les incidences sur la représentativité, la représentativité de l'aide démocrate à l'Assemblée nationale pour le compte de la 10e législature. Stéphane Arinou Rossou. Stéphane me déstabilise par son regard et son sourire. Et j'en perds parfois même la prononciation. Non. Je trouve qu'il faudrait que les téléspectateurs et auditeurs comprennent que en fait, ce n'est pas un procès que nous sommes en train de faire au parti les démocrates, mais si on en parle encore ce matin, c'est juste que le parti LD fait partie des grands absents pour le compte de cette 10e législature. Et donc, on en parle pour voir dans quelle mesure cela s'explique et que les gens aient une idée claire pour éviter de penser que c'est une exclusion, etc. Alors, par rapport à ce qui peut expliquer la défaite du parti Les Démocrates, selon moi, je pense que cela est à deux niveaux. Cela est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord ce que Moïse évoquait tout à l'heure, c'est la question du management du parti politique en lui-même. Parce que vous savez, ce qui est arrivé là ne date pas d'aujourd'hui. Et enfin, chez moi, on dit que ce n'est pas là où la marchandise s'est renversée qu'il faut regarder, mais il faut... C'est là où on a cogné le pied, voilà, où on a trébuché. On a trébuché qu'il faut regarder. Et là où le parti a trébuché, c'est déjà au niveau de la gestion du parti. Parce qu'à un moment donné, on a vu des militants de première ligne de ce parti-là qui sont montés au créneau pour décrier un certain nombre de choses. On a vu Nouroudine Sakasalé qui plusieurs fois est monté au créneau pour décrier un certain nombre de choses. On a vu également qu'à l'intérieur de ce parti-là, il y a eu comme une sorte de bicéphalisme où il y a peut-être le clan de Éric Ngoundété, il y a le clan du président Thomas Boboni Yahi. Et donc ce bicéphalisme à l'intérieur du parti n'a pas contribué à arranger les choses. Et donc ce qui s'est passé quelques jours avant les élections et qui a conduit à l'implosion pratiquement du parti se retrouve à l'intérieur du parti. Et apparemment, ce parti-là n'a pas trouvé la solution nécessaire avant d'affronter, avant d'aller aux élections. C'était d'ailleurs un miracle pour eux de pouvoir remplir les conditions, au moins les législatives. Voilà, donc je trouve que
c'est déjà le premier élément qu'il faudrait souligner. Et aujourd'hui, moi, peut-être qu'on va y en venir, je me demande s'il ne faudrait pas revoir les choses au sein de cette formation politique-là. Deuxième chose qui n'a pas arrangé ce parti, c'est le jusqu'au-boutisme. Toujours affiché par ce parti-là. Parce qu'à un moment donné, et Moïse le soulignait tout à l'heure, il ne faut pas avancer les yeux derrière. Il faut avancer en ayant les yeux devant et par rapport aux objectifs qui s'imposent à soi. Et à un moment donné, le parti politique là a manqué, à mon sens, de réalisme. Parce que lorsque vous dénoncez un code et que vous dites que ce code-là ne vous est pas favorable, alors que vous savez ce qui ne vous est pas favorable et que le code en lui-même vous offre une porte de sortie et que délibérément, pour des raisons que moi je n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent, délibérément, vous avez fait l'option de ne pas choisir la porte de sortie qu'on vous offre dans le code. Moi, je ne comprends pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus aujourd'hui dire que c'est le code qui a été à l'origine, n'est-ce pas, donc, de l'absence du parti LD et à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est le choix délibéré des responsables de ce parti de ne pas choisir l'option accordée par le code. Et donc, aujourd'hui, je trouve que les responsables de ce parti-là... Stéphane Rossi, vous voulez vous dire que le Parti Les Démocrates n'a pas su adapter sa stratégie à la nouvelle configuration politique béninoise? Évidemment, ce parti-là n'a pas adapté sa stratégie aux nouvelles dispositions, n'est-ce pas, donc du code électoral. Et puis, je me dis que ce parti peut-être a compté sur l'enthousiasme ou la ferveur populaire. Peut-être que ça les a illusionnés. Et puis aujourd'hui, vous voyez, c'est pour cela que parfois, il ne faut pas confondre la foule, n'est-ce pas, à la réalité. Aux militants. Voilà. À la réalité profonde. À ceux qui partagent votre idéologie. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le signal que le peuple a donné à ce parti politique-là donne la preuve évidente qu'il ne faut pas se laisser emporter par l'euphorie populaire. Par les flatteurs. Par les flatteries de la population. Mais et donc, le parti est victime de ça aujourd'hui. Et c'est suffisamment grave. Justement, est-ce que si les populations sortaient plus nombreux pour aller voter, est-ce que le parti Les Démocrates avait plus une chance de se retrouver à l'Assemblée nationale? Et c'est là, ça, avant d'en venir au parti les Démocrates, je trouve que ça, c'est l'ensemble des partis politiques que cela concerne. La question de la participation des populations aux élections concerne l'ensemble des acteurs politiques. Parce que si les populations ne sortent pas massivement et vont au-delà de la moitié du suffrage qui doit être exprimé, ça pose le problème de la légitimité des élus. Nous allons en venir. C'est le deuxième sujet à débattre sur ce plateau. Maintenant, si on vient dans le cas du Parti Les Démocrates, il faut se dire que le Parti Les Démocrates, vu sa situation, avait l'obligation de mouiller le maillot, non seulement pour amener les populations à sortir massivement, mais à voter pour eux massivement. Mais ils n'ont pas fait ce travail. Ils ont préféré, en tout cas, c'est ma lecture, c'est ce que je perçois, ils ont préféré faire des communiqués pour dénoncer, pour se victimiser, alors que le travail qu'il y avait à faire, c'était d'aller sur le terrain pour sortir les populations, pour que les populations sortent. Parce que, a priori, quand vous sentez que vous êtes dans une posture d'injustice, en fait, que vous subissez une injustice, en principe, vous devez exploiter cette injustice-là à votre compte, en allant vers la population. Maintenant, si vous restez confiné dans votre coin et que vous pensez que vous pouvez faire la politique juste sur les réseaux, juste à travers des communiqués, juste à la télé, moi je trouve que ça pose véritablement un problème. Et c'est cela même qui a joué, n'est-ce pas, donc contre le parti
contre le parti LD et ils doivent pouvoir se remettre véritablement en cause et sortir de la victimisation. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont toujours dans la logique de la victimisation. Et ça n'a pas marché. Il faudrait qu'ils laissent cette option-là et aller véritablement sur le terrain et reprendre, n'est-ce pas, donc, les choses en main. Parce que la politique se fait avec les populations. Alors Moïse Novillon, Boni Yayi demeure-t-il un atout ou un frein aujourd'hui pour l'avenir du parti Les Démocrates? En tout cas, pour ce qu'on a pu observer par rapport au processus ayant conduit aux deux élections qui viennent de passer et donc à l'élection présidentielle également qui va arriver dans quelques mois bientôt, Yayi Boni a été beaucoup plus un frein qu'une solution ou bien qu'un atout à la formation politique. Et Stéphane le rappelait à juste titre tout à l'heure, il cristallise une partie des responsables déjà du parti autour de sa personne, et il y a un autre groupuscule autour de la personne de Éric Ndoté et peut-être encore les jumeaux. Le secrétaire, je pense, ça doit être un secrétaire administratif du parti, Kama Wassagari, et le député également. Il est dit que aussi avec un certain, le député Nouré Niachade, par exemple, aurait également leur clan à l'intérieur. Nous, on n'est pas membre de la formation politique, c'est pour tout ce qui est sorti dans le domaine public. Vous voyez, il y a beaucoup de clans et c'est eux-mêmes, hein, surtout les dissidents, les acteurs qui sont partis, qui ont fait ces révélations-là. Donc, il y aurait eu beaucoup de clans. Et donc, lui-même, s'il n'est pas au-dessus des clans, si sa personne n'est pas au-dessus des clans et que sa personne est citée à la tête d'un clan, vous comprenez que en réalité, ça entraîne des voilà, que frustrations, cela entraîne des frustrations et que cela crée des problèmes au parti. Donc, en réalité, au lieu d'être un atout, il est devenu quand même comme un souci, comme un obstacle pour l'épanouissement, le bon fonctionnement du parti. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça va être délicat, peut-être difficile à entendre pour les militants, mais Yayi Boni, la figure qu'il renvoie aujourd'hui au regard de tout ce qu'on a entendu comme déballage et au regard également de la débâcle, quand même, il faut le rappeler aussi par rapport à ces élections législatives qui viennent de rendre leur verdict. Donc il faut se dire que Boni Yayi est beaucoup plus un obstacle, un souci pour le parti qu'un atout. Ça, c'est une évidence. Mais je reviens surtout sur le taux de participation à l'élection. Et Stéphane a déjà dit l'essentiel, mais je voudrais préciser également que les citoyens ne doivent pas oublier leurs responsabilités également dans les élections. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout le temps rappeler c'est un droit, c'est un devoir, c'est un droit, c'est un devoir citoyen, il faut l'accomplir, et que les gens ne puissent pas l'intégrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ce soit après les élections qu'on se demande pourquoi les uns et les autres ne sont pas sortis, pourquoi les citoyens... on n'a pas à prier, en réalité, les citoyens. Parce que le fait de dire peut-être... Et c'est en cela que c'est un devoir. Oui, le fait de bouder les urnes, par exemple, n'arrange personne. Parce que les gens doivent intégrer cela et comprendre cela. En démocratie, nous avons tous dit que nous voulons la démocratie, que c'est le système que nous avons choisi et que c'est ce qui est mieux pour nous. Et dans ce contexte-là, c'est la majorité de ceux qui s'expriment. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas la majorité, c'est-à-dire que ce n'est pas la majorité qui décide. La majorité de ceux qui s'expriment. Ceux qui vont aux urnes. Ceux qui vont aux urnes. Même si on va à l'Assemblée nationale et que vous êtes un groupe majoritaire et que vous ne vous exprimez pas au moment de voter une loi, par exemple, la minorité peut vous damer le pion. Donc, c'est la majorité de ceux qui s'expriment qui l'emportent. Et donc, si les gens décident de rester chez eux, pour ensuite venir déplorer que ceci ne fonctionne pas, ceci ne marche pas, on aurait préféré que ce soit tel acteur ou tel autre acteur. Ça fait leur... c'est dur, c'est peut-être un peu difficile à dire comme cela, mais c'est la réalité. Et donc, on ne va pas chaque fois prier, faire comme si on est en train de prier, supplier les citoyens. Et les politiciens, ils ne calculent, quand vous commencez par faire cela et que cela perdure, les politiciens commencent par trop ne pas vous calculer. Parce qu'en réalité, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément besoin de vous. Parce qu'ils ne tiennent pas leur élection de vous. Ils tiennent peut-être leur élection de leur clan, de leur environnement immédiat, de leur famille, de ceux qui ont cru en eux pour aller voter pour eux. Et donc, tout ce que vous allez être en train de dire après, ils n'ont pas le temps de vous écouter en réalité. Et donc, les citoyens
les uns les autres, en tant que citoyens, nous devons intégrer cela avant même d'aller titiller la responsabilité des acteurs politiques. C'est-à-dire que les acteurs politiques n'ont pas à nous supplier. Nous avons, en tant que citoyens, l'obligation de suivre comment les choses se passent dans notre communauté et de se positionner pour utiliser l'unique arme que nous avons et qui est le bulletin de vote pour nous exprimer en réalité. Stéphane Arinou-Rosso, la même question pour vous. Oui. Boni Yayi est-il aujourd'hui un atout ou un frein pour le parti Les Démocrates? Non, c'est clair. Hein. Boni Yayi est un frein. Je le dis de façon très péremptoire. Boni Yayi a été un frein. Et pour les années à venir? Je veux donner quelques éléments pour étayer ce que j'affirme de façon péremptoire. Dans son parcours, pas de chef d'État, mais de leader qui a pris le devant pour proposer un candidat, on n'a jamais vu le président Thomas Boni Yayi réussir ce pari-là. Parce que quand il finissait la gestion de son pouvoir en 2016 et qu'il a proposé Lionel Zissou, malgré tous les partis politiques qu'il avait réussi à mobiliser autour de cette candidature-là, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les gens à l'interne n'étaient pas d'accord. On a vu la question de Rekia Mamadougou également ici, qui a suscité des frustrations. On a vu tout ce qu'il y a eu cours avant qu'on ne désigne Maître Agbodjo pour la présidentielle. Où les gens ont crié au régionalisme. C'est la preuve que, voyez-vous, il y a un problème lorsque on prend le président Thomas Boni Yayi comme leader de parti politique. Ensuite, je n'ai pas compris pourquoi on l'a enlevé, je ne sais pas si on l'a enlevé de son poste de président d'honneur pour lui confier le parti, alors que Éric Roundete, qui a conduit ce parti-là dans une période que nous connaissons, qui n'était pas du tout facile, qui a réussi jusqu'à ce moment donné. Et moi, je me dis même que la défaite de ce parti-là a démarré a commencé lorsque on a retiré la présidence à Éric Roundete et qu'on l'a confié au président Thomas Boni Yayi. Et pourquoi? Ça a été l'erreur fatale. Parce que jusque-là, malgré tout, le parti-là a réussi à relever un certain nombre de défis. Lesquels? Par exemple, écoutez, quand... ne serait-ce que la participation aux élections législatives de 2023. De 2023, c'est ce que ça, déjà, pour enlever jusqu'à 28 sièges. 28 sièges, ce n'était pas donné à n'importe qui. Ce n'était pas donné à n'importe qui. Maintenant que, pour quelques raisons, on le sait, on démet Éric Roundete et on positionne Evlan, tous les problèmes de ce parti-là ont commencé. Et donc aujourd'hui, les responsables de ce parti-là doivent pouvoir prendre cet élément-là en compte. Au vu de tout ce qui se passe aujourd'hui au sein du parti Les Démocrates, Yayi Boni peut-il encore incarner l'unité? Non. Et à quelles conditions? Non. Aujourd'hui, je ne suis pas membre du parti, mais en tant qu'observateur extérieur, en tant qu'analyste politique également, je me dis que le salut de ce parti-là va démarrer lorsque on va démettre Boni Yayi de la présidence de ce parti et aller à la refonte totale. Et je suis vraiment heureux de constater que le président lui-même, le président Thomas Boni Yayi lui-même, soit en train de se retirer progressivement. En tout cas, on ne peut pas je ne l'affirme pas, voilà. Mais du coup, on ne l'a pas vu au front. Bien sûr. Pour ces élections, on ne l'a pas vu au front. Est-ce à dire qu'il devrait se retirer ou assurer ou préparer sa succession plutôt pour éviter... Il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas de préparation aujourd'hui. Quand on veut être objectif au regard des résultats qu'il a produits en tant que chef de parti, ses collaborateurs immédiats doivent pouvoir lui dire la vérité pour dire « Excellence, Monsieur le Président de la République ». Monsieur le Président du parti? Non, ancien président de la République. Président du parti. On va devoir nous donner votre retraite et prendre les choses en main. Il y a quand même des jeunes qui peuvent faire. Non, je voudrais surtout préciser, en plus de tout ce que Stéphane vient de rappeler, le président Yayi Boni, dans cette posture-là, bien sûr, il faut le préciser quand même, il faut bien nuancer, dans cette posture-là, n'est jamais parvenu à incarner l'unité en fait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais réussi
à être un fédérateur. Il n'est jamais parvenu à le faire. N'oubliez pas, il y a un acteur dont on parle très peu. On aura peut-être l'occasion de revenir parce que, vous savez, c'est très sûr que maintenant que les élections vont passer et que un peu d'académie va se présenter, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Il y a un acteur politique majeur qui est quand même, qui se revendique d'être un produit de Yahi Boni, qui est là, qui ne parle pas beaucoup, qui parle ponctuellement, qui est Komi Kouché et qui souffre du leadership de Yahi Boni et qui aurait aimé, par exemple, que ce qui reste de la FCBE, même si la FCBE était implosée à un moment donné, mais ce qui reste de LD, par exemple, puisse se structurer autour de sa personne, il faut bien regarder, il faut bien voir les timings de prise de parole de Komi Kouché. Il faut bien regarder comment Komi Kouché fonctionne comme une droite parallèle par rapport à tout ce qui est ingénierie autour de Yahi Boni. Il faut bien suivre. Les observateurs attentifs ont certainement remarqué ce que je suis en train de dire là. Et donc, en réalité, Yahi Boni n'est jamais. C'est-à-dire qu'autour de lui, il draine du monde, il draine la foule. Ça, il faut être clair. Mais en réalité, il n'arrive pas. Et le président Patrice Talon lui a donné une leçon de plus dans ce processus-là. Les dissidents sont allés sur les autres. Le président Talon a permis à ce que les dissidents des LD puissent, en plein processus électoral comme cela, puissent se faire positionner sur des listes au sein des formations politiques qui se revendiquent de la majorité. Et ils sont tous réélus. Tous les députés qui sont partis. Et c'est d'ailleurs ce qui a consacré la faiblesse du parti dans certaines circonscriptions électorales. Parce que quand vous prenez un Joël Godonou, par exemple, dans Cotonou, vous voyez, il était positionné en deuxième titulaire sur la liste de l'Union progressiste, le Renouveau. Et vous voyez, il a pu se faire élire. Ça veut dire qu'en réalité, il a drainé une partie des militants qui étaient, bien sûr, du Parti des démocrates vers cette formation politique. Et regardez l'ouverture d'esprit, la disponibilité. Ça, c'est ça un leader. Un leader fédérateur, comme vous êtes en train de vouloir le revendiquer pour Yahi Boni, là, il aurait... Je ne revendique rien. Oui, bien sûr. Bon, c'est une façon de parler, c'est un élément de langage, bien sûr. Allez-y. Voilà, donc comme vous êtes en train de vouloir le savoir, là, aurait pu agir comme le président Patrice Talon a agi là. Regardez, dans le tourbillon, dans le feu de l'action comme cela, il a eu l'intelligence, la lucidité de les récupérer, parce qu'il sait que c'est des poids. Et que au cours des législatives, surtout pour les législatives de 2023, c'était des poids dans leur circonscription électorale qui ont pu drainer quand même un certain nombre d'électeurs vers le parti Les Démocrates. Il les a automatiquement récupérés et il a dit publiquement avant de les récupérer qu'il va le faire, qu'il va permettre une ouverture au sein des formations politiques qui se réclament de la majorité présidentielle afin qu'on puisse les récupérer. Il les a récupérés. Il a donné, c'est une question d'ouverture d'esprit. Ça, c'est le comportement d'un leader fédérateur. Ça. Celui qui peut fédérer, qui peut réunir, qui peut être le symbole de l'unité. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, en réalité, Yahi Boni n'est jamais parvenu en réalité, à démontrer quelque chose de ce genre-là jusqu'à nouvel ordre. Et quiconque, on peut défier quiconque pour nous prouver le contraire. Et donc, en réalité, dire que Yahi Boni va incarner l'unité telle que vous êtes en train de le dire, je pense que c'est carrément et sacrément... Nous allons évoluer. Je voudrais même ajouter juste un élément par rapport à la réflexion de Moïse pour dire que, en vrai, quand on observe bien ces élections, par rapport même à ce qui s'est passé aux dissidents du parti LD, ça me conforte moi dans ma position pour dire que ce ne sont pas forcément les partis qui font les individus, ce sont plutôt et souvent les individus qui font les partis. Voyez-vous, ce qui aurait pu être une faiblesse pour ces députés LD dissidents là est devenu curieusement une force. Pas parce que, a priori, si les LD avaient des militants fidèles dans ces circonscriptions électorales, ces militants auraient pu décider de sanctionner ces députés LD qui se sont retrouvés sur des listes BR. Mais on a vu que ces militants ont décidé de voter pour ceux-là. Donc, ces militants ne suivent pas ceux-là parce qu'ils sont LD, mais ils les suivent pour ce qu'ils sont. Et il va falloir que les acteurs politiques aussi intègrent cette réalité-là dans leur base. Mais n'est-ce pas l'avantage de ces partis politiques également qui ont joué au cours de ces scrutins-là? Peut-être, mais on ne peut pas occulter
l'image, la prestance, la notoriété de ceux-là qui ont été positionnés sur... De ces acteurs politiques. Parce que quand vous prenez... il parlait de Godonou. Moi, je parlerai également de Constant Naoum, dans sa circonscription qui est resté tout le temps imperturbable. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas des gens à qui on peut dire... Plus encore de Sodinou, avec tout ce qui a été dit sur lui. Tout ce qui a été dit vous imaginez. Donc, il y a les individus qu'il faut également prendre en compte. Nous allons évoluer dans le débat. Le Parti Les Démocrates peut-il aujourd'hui survivre politiquement sans une représentation au Parlement? Bien sûr, le parti peut suivre. Il n'est pas encore dit, par exemple, que le parti est dissous jusqu'à nouvel ordre. Et donc, et ce n'est pas une première en plus. Le parti n'était pas, par exemple, ce qu'il y avait de la FCBE qui a finalement donné LD un peu après en 2020, c'est-à-dire jusqu'en 2019 c'était la FCBE, donc c'est les mêmes têtes, c'est les mêmes personnes, c'est juste que les branches, comme on l'a rappelé ici souvent, la branche radicale est devenue les démocrates, la branche modérée est restée la FCBE, et donc de 2020 jusqu'à 2023, ils n'étaient pas au Parlement, ils n'étaient pas dans les mairies, et pourtant ils ont existé pour pouvoir prendre 28 sièges au Parlement en 2023. Et donc, il faut espérer que le parti puisse, comme Stéphane le voulait tout à l'heure dans ses propos, le parti puisse retrouver en réalité de l'inspiration, surtout les cadres du parti puissent retrouver la bonne inspiration. En réalité, s'il faut faire une lecture réaliste du comportement de la formation politique, c'est-à-dire qu'ils ont voulu ruser avec le système en réalité. Ils ont voulu ruser avec la loi, ils ont voulu ruser avec le peuple parce qu'ils ont voulu tout le temps jouer sur l'émotion. Donc, au lieu de jouer sur le réalisme, la réalité du terrain, le réalisme politique, ils ont voulu surfer sur l'émotion. Donc, c'est pourquoi ça faisait beaucoup de communiqués, ça faisait beaucoup d'accusations, ça faisait beaucoup de reproches à un point fini, même là où il n'y a pas forcément matière à faire de procès, il y avait de procès. Et donc, en réalité, ils ont voulu ruser avec le système. Et comme ça ne leur a pas marché, c'est ça que je rappelais tout à l'heure. Vous avez dit... justement, ma question est comment ce parti pourra-t-il suivre? Oui, je suis en train de leur dire, je mets d'abord l'accent sur là où ils ont péché. Et une refondation idéologique? Qu'ils puissent se retrouver entre cadres surtout de la formation politique, qu'ils puissent trouver de nouvelles inspirations. Parce que tout ce qu'ils ont fait jusque-là a échoué. Et donc, quand ça ne fonctionne pas comme cela, il faut peut-être redéfinir de nouvelles bases et de nouveaux modes de fonctionnement pour essayer de s'apprêter pour les prochaines échéances. Parce que le Bénin n'est pas en train de s'arrêter en 2026. Il va forcément avoir d'autres échéances électorales, bien sûr, qui vont se présenter après. Il faut que le parti soit davantage prêt. C'est peut-être pour ne pas faire piètre figure. Et moi, ma déception pour ces législatives, c'est surtout, c'est pas les démocrates, parce qu'on savait, on s'attendait quand même à ce sort-là par rapport à la formation politique des démocrates. Mais la FCBE, vous voyez, qui est restée quand même pendant pratiquement de 2019 jusqu'à maintenant à se préparer pour ces élections-là et à faire ce score-là. Moi, personnellement, je suis peiné. C'est sur ça que j'aurais même voulu qu'on s'attarde légèrement au lieu de les démocrates, parce qu'on savait, pour les démocrates, on savait qu'ils n'allaient pas pouvoir, avec tout ce qu'il y a eu comme souci en interne, implosion de la formation politique, on ne s'attendait pas à ce qu'ils puissent faire le miracle. Mais les formations politiques, je les appelle les trucs, les partis satellites, comme les gens disent là, le FCBE, surtout FCBE, qui est quand même parvenu à remplir toutes les conditions avec une certaine aisance pour pouvoir prendre part à toutes les élections, les communales, les législatives et la présidentielle. On se disait qu'ils ont pris le temps de s'organiser, de se structurer et qu'ils vont pouvoir peut-être déjouer tout ce qu'il y a comme pronostic. Ça fait quand même un peu bizarre que la formation politique puisse faire cette performance. C'est pour ça que moi, je me désole. Nous en avons parlé hier sur ce plateau. C'est vrai que Moïse n'était pas sur ce plateau. Oui, nous allons revenir sur le parti Les Démocrates, puisque c'est ça l'objet des discussions sur ce plateau. Stéphane Arinou-Rosso, à travers une refondation idéologique et organisationnelle, est-ce que le Parti Les Démocrates peut survivre politiquement?
Avant de répondre à votre question, allez-y directement à ma question. Oui. Je veux... Il va y arriver, Allez-y directement. Commencez par ma oui, question. oui, Vous pouvez finir par ce sur quoi vous voulez revenir. Oui. Non, en fait, c'est une suite. Voilà, permettez-lui de tisser la l'ancienne. Allez-y. L'absence du parti Les Démocrates au Parlement ne signifie pas que ce parti va disparaître, tout comme l'absence de ce parti au Parlement ne signifie pas qu'il n'y aura pas débat pluraliste. À l'Assemblée nationale. Cela veut dire juste que le jeu démocratique va poursuivre son chemin. Évidemment. Maintenant, sur la question de l'idéologie, je vais peut-être vous surprendre. Je pense que tous les partis, autant qu'ils sont, n'ont pas encore eu une idéologie affinée. Les partis politiques que nous avons ont des intérêts. Les partis politiques que nous avons ont des idées de développement, ont des projections quant à l'avenir, n'est-ce pas, donc, de notre pays. Mais en termes d'idéologie, je n'en vois pas encore. Maintenant, je veux dire juste que pour se projeter dans l'avenir, le parti Les Démocrates aujourd'hui a l'obligation ou le devoir de faire une autocritique. Donc, de faire l'évaluation du chemin parcouru jusque-là et de décider de l'option à choisir pour l'avenir. C'est de ça qu'il s'agit, pour se repositionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est un parti qui est totalement fragilisé. C'est un parti qui est totalement fragilisé. Et donc, il va falloir pour ce parti-là, avant de se projeter, afin de se projeter dans l'avenir, de revoir les choses en son sein, de redimensionner les choses en son sein. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ce régime est finissant. Ce régime est finissant. Pour moi, c'est un élément capital. Et le parti Les Démocrates a encore la possibilité de se repositionner. Ce régime est peut-être finissant, mais le peuple choisit la continuité à travers les résultats des urnes. Évidemment, mais comme je me plais à le dire, ce n'est pas une continuité mécanique. Parce que c'est une nouvelle identité qui prendra le pouvoir, c'est une nouvelle personne qui prendra le pouvoir avec sa vision, avec ses convictions, avec sa personnalité. Pensez-vous que ce sera autre vision que celle déjà en cours, puisqu'il a travaillé pendant ces 10 dernières années aux côtés de celui qui part? Évidemment, il y a une vision globale, d'accord? Mais il y a la perception personnelle. Il y a la touche personnelle sur la également. question du développement. Il y a l'innovation personnelle. Et puis, il ne faut pas oublier les questions de profil également. Il ne faut pas oublier les questions de profil. Celui qui viendra, et moi je suis clair là-dessus, même si souvent on n'est pas d'accord ici, quand on voit les résultats de ces élections, ce que FCBE a produit, FCBE qui a un candidat pour les présidentielles, à peine, si j'arrondis, ça fait à peine 5%, sur le plan environ 5% sur le plan national. Et donc, c'est déjà un signe avant-coureur de ce qui va arriver. Et donc, moi, je me dis que si on prend par exemple Romuald Ouadaï, qui est probablement pressenti pour être le prochain président de la République, c'est un économiste, sa perception des choses ne sera pas forcément la même chose, même s'il y a déjà un cadre global qui a été déjà tracé par le chef de l'État finissant. Et donc, je disais qu'il y aura une redéfinition. Parce que c'est un régime qui est finissant, il y a un autre qui va s'installer avec tous ses contours. Il y aura une redéfinition forcément de la carte politique. Et donc, le parti Les Démocrates a la possibilité encore de se repositionner. Parce que aujourd'hui, et c'est là que je partage la position du chef de l'État, sur quoi ces partis-là s'opposent fondamentalement, si ce n'est pas sur les questions d'intérêt. Parce que quand on regarde les deux camps, qui est là-bas, qui n'a pas été ici, qui est ici, qui n'a pas été là-bas. C'est la question qu'on doit se poser. Et donc, c'est sur des questions d'intérêt que les gens s'opposent. Maintenant, si sur la question du développement, on peut s'entendre sur le minimum, moi, je ne trouve pas,
Dernière question. De problème. Je ne trouve pas de problème, de raison pour que les gens ne s'associent pas pour gérer, n'est-ce pas donc, le pouvoir. Non pas qu'on ne veuille pas d'une opposition, mais on veut d'une opposition constructive. Dernière question. Oui. Quel scénario possible pour l'opposition après le départ de Patrice Talon du pouvoir? Vous avez commencé par répondre à la question. Mais j'ai commencé. Je pose la question. Tout comme si vous étiez, tout comme si vous saviez la suite de ma question, mais c'était ma question. Moïse, oui, essayez de répondre rapidement. Oui, bien sûr, l'opposition politique va se restructurer. On a commencé par le dire depuis, même si ce n'est pas bien dit et bien libellé, l'opposition politique va forcément se restructurer, se repositionner. Et c'est une suggestion que nous on fait. Ici, on n'est pas en train de l'imposer, c'est un avis que nous on est en train de donner. L'opposition politique ne va pas disparaître, ça c'est suffisamment clair. Elle est toujours présente, elle va toujours exister, elle va toujours animer la vie politique à sa façon, dans les limites de ses possibilités, ça c'est clair. Mais surtout, l'opposition politique doit forcément se restructurer pour revoir sa façon de fonctionner, pour pouvoir surtout construire sa survie, parce que les élections vont encore arriver, et si l'opposition politique ne parvient toujours pas à réussir à enlever des mandats, ça veut dire que forcément c'est la dissolution tacite, parce que c'est la loi qui dit cela. Ça, en ce moment, ce n'est pas quelqu'un qui aurait peut-être dissous. C'est les tests. Voilà, les tests disent que si pendant, je pense, 2 élections consécutives, vous ne parvenez pas à enlever de mandat, vous êtes appelé à disparaître, parce qu'en réalité, vous ne servez en rien en réalité sur l'échiquier. Donc vous ne parvenez pas à convaincre les électeurs, il ne sert à rien que vous soyez là. Avis donc aux forces Cori pour un Bénin émergent et également à Moël Bénin, allez-y. Bien sûr, oui. C'est la raison pour laquelle j'ai déjà fait la digression vers FCBE et Moël Bénin. C'est-à-dire que, en tant que formation politique, pour pouvoir, bien sûr, au moins, FCBE était dans les communes, dirigeait quand même quelques communes et se représentait dans quelques conseils au niveau de certaines communes. Ce n'était pas rien. C'était déjà quelque chose. C'est la confiance que les électeurs leur ont confiée à certains niveaux. Mais il ne faut pas quand même se contenter du peu. On s'attendait à ce que tout ce temps que le parti a passé en réalité à s'organiser, surtout qu'ils ne sont pas prononcés sur des sujets majeurs. Sur la question de la révision de la Constitution ici, par exemple, le parti n'a même pas proposé un petit communiqué. Donc on se disait, bon, ils étaient tellement préoccupés par convaincre les électeurs qui n'ont pas le temps de faire les débats sérieux sur lesquels on les attendait. On a fait le débat ici. Et donc, ça surprend qu'ils puissent donner cette performance-là. Et donc, on suppose qu'ils ont la mesure en réalité des enjeux à venir et qu'ils vont davantage mieux se structurer et mieux travailler pour que prochainement ils puissent bousculer les deux ogres, l'Union progressiste, le renouveau et le bloc. On connaît l'avis de Stéphane Arinou-Rossou sur la question parce qu'il a essayé de répondre déjà sans la question posée. Donc nous allons poursuivre avec le deuxième sujet sur ce plateau. J'applaudis la main de fer, la main de maître pour pouvoir passer effectivement. Légitimité populaire, la leçon politique que recèlent les législatives 2026. Décidément, il a commencé également par en parler. J'ai dû l'arrêter à l'entame de ses propos parce que c'était le deuxième sujet à aborder sur ce plateau. Légitimité populaire, la leçon politique que recèlent les législatives de 2026. C'est une information ou un titre du quotidien du service public La Nation. Et ça fera objet de débat sur ce plateau. Alors, Stéphane Arinou-Rossou, la légitimité populaire se repose sur quoi? Ou si vous voulez, se résume à quoi? Je veux déjà dire que la légitimité populaire se repose d'abord et essentiellement sur la participation, le taux de participation des citoyens aux élections. Ça repose également sur la qualité du vote exprimé. La légalité, vous voulez dire? Oui, la qualité. Et donc, dans la qualité, j'y mets la légalité, j'y mets la liberté d'expression et le respect du choix exprimé, n'est-ce pas, donc par les populations. Et donc, c'est ce, pour ma part, c'est ce que j'en comprends. C'est sur ça que repose la question de la légitimité populaire. Alors, lorsque ceux qui sont
élus sur la base de cette légitimité populaire-là, ça pose donc la question de la crédibilité du scrutin. Non seulement la crédibilité du scrutin, mais la crédibilité également de ceux qui sont élus. Et aujourd'hui, cette forme de désaffection, voyez-vous, des populations par rapport aux questions électorales doit pouvoir nous préoccuper. Parce que depuis un certain temps, il y a eu une sorte de déchincrendo dans les chiffres, où ça descend. Voyez-vous, en deçà, une élection où on a en deçà de 40%, il y a quand même un problème. On aurait souhaité que les populations sortent massivement pour s'exprimer. Et Moïse le disait, pour s'exprimer, parce que c'est sur le taux d'expression qu'on va évaluer la qualité ou la crédibilité, n'est-ce pas, donc de ceux. La représentativité également. Et bien évidemment de ceux qui sont élus. C'est pour cela que les partis politiques ont une lourde responsabilité dans la question de la sensibilisation et de la mobilisation des électeurs. Des populations. Alors dites-moi, à la suite de cette clarification conceptuelle, peut-on distinguer au cours du précédent scrutin la légalité électorale et la légitimité populaire? Je trouve que sur la question de la légalité, il n'y a pas de doute. Sur la question de la légalité, il n'y a pas de doute. Sur la question de la légitimité également, je trouve qu'il n'y a pas de doute. Il y a forcément peut-être des choses à dire. Il y a des choses à dire, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des choses à dire, et c'est ce que je disais déjà, sur l'implication ou la détermination de ces formations politiques qui vont solliciter le suffrage. Parce que le problème aujourd'hui, il faut voir la responsabilité des acteurs politiques dans leur ensemble. Qu'est-ce que ces acteurs-là font pour qu'à un moment donné, les électeurs n'aient plus cet engouement pour sortir et aller voter? C'est ça le problème. Et donc, la responsabilité est imputable, n'est-ce pas, donc, à tous les acteurs politiques. Et ça, je suis clair là-dessus. Il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition à ce sujet-là. Tous les partis politiques qui vont solliciter le suffrage des électeurs ont l'obligation de tout faire pour leur montrer leur nécessité, la participation citoyenne aux élections. Ça, c'est le premier élément. Les acteurs politiques qui sont élus à des postes politiques ont également le devoir moral de faire en sorte que les populations ne se désintéressent pas de la chose politique. Parce que c'est une question de déception. C'est une question de déception qu'il faut pouvoir corriger. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les partis politiques, pour la plupart, ne font plus leur travail de sensibilisation à la base. Ils attendent juste les derniers moments pour aller sortir les gens, sans pouvoir faire le travail nécessaire qu'il faut en amont. Parce que si les gens... Ils comptent sur quoi finalement? Non, mais c'est-à-dire que les acteurs politiques pensent que les populations, les électeurs sont là pour eux. Maintenant, les électeurs sont en train de montrer qu'ils ne sont pas là pour eux. Il va falloir donc que les acteurs politiques travaillent maintenant à reconquérir la confiance l'électorat des électeurs. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors Moïse, oui, je partage entièrement cette lecture. J'avais aussi commencé par le dire, je partage entièrement cette lecture de Stéphane, mais je veux surtout rentrer malheureusement, je n'ai pas lu l'article du confrère, c'est-à-dire l'article à la une de la Nation, voilà, le média de service public. Je n'ai pas lu l'article, mais je pense surtout que les confrères sont en train de mettre l'accent sur le fait que ces résultats-là, en réalité, donnent entièrement de la légitimité populaire à l'action de Patrice Talon et de ses soutiens sur les 10 ans. Je veux
me mettre dans la posture, bien sûr, connaissant un tout petit peu la nature des articles pour le fait que je suis habitué quand même à parcourir les colonnes de ce journal, je me dis qu'en réalité, l'orientation du papier serait certainement de dire qu'en réalité, les résultats, là, les performances des partis qui deux partis qui se réclament de la mouvance, et que une certaine opinion appelle les partis de Patrice Talon, parce que, bon, après tout, ce sont quand même les partis issus des réformes majeures, de la réforme politique de Patrice Talon, et donc ce n'est pas forcément faux et erroné, et Patrice Talon ne rejette d'ailleurs pas ça, et il ne s'en cache pas, il sait très bien qu'il entretient une certaine proximité avec cette déformation politique. Et donc je pense que les résultats de ces élections-là, en réalité, donnent entièrement et une fois pour toutes et définitivement de la légitimité à l'action et aux actions du président de la République sur les 10 dernières années, et surtout ça conforme et confirme ça conforte et confirme les leaders politiques qui ont accepté de payer le prix. Il ne faut pas voir ce qui s'est passé le 11 janvier passé, et à travers ces résultats-là, seulement à partir du 11 janvier, il faut remonter à 2019, le Parlement de 2019. Un jour, ce pays va célébrer les acteurs qui ont été les vraies têtes pensantes et têtes agissantes qui ont pu conduire, accepter de payer le prix de l'impopularité, de payer le prix des colibés, de payer le prix des injures, de manque de respect à l'égard de leur personne, parfois même à l'égard de leur famille, pour pouvoir supporter la pression et accepter en réalité, accompagner l'idée de Patrice Talon pour pouvoir s'engager sur le chemin, surtout de ces réformes-là. Parce qu'en réalité, c'est l'élection, le vote du 11 janvier passé là, qui donne en réalité toute la légitimité à ce qu'on a commencé par faire à partir du Parlement de 2019 en réalité. Parce que les démocrates, essentiellement, si je veux parler des formations politiques, puisque c'est des formations politiques que nous parlons, avant même de rentrer dans l'opinion et dans la population pour aller parler des questions de vote et autres. Tout le temps, les acteurs politiques de l'opposition incarnés par les démocrates, surtout, ont mis l'accent sur les lois ne sont pas viables, les lois sont scélérates, les lois sont antidémocratiques, les lois. Il y a une certaine partie de la classe politique quand même qui a répété ça tout le temps. Mais quand on se rend dans les urnes, au moment d'aller maintenant demander aux compatriotes, aux citoyens, vous avez l'occasion de vous exprimer par rapport à tout ce que nous sommes en train de faire depuis. Parce qu'en réalité, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain ont accompagné sans faute et sans faille les actions du gouvernement sur les 10 ans, tout au moins depuis 2018 que ces formations politiques-là ont été constituées. Et donc, si aujourd'hui ce sont les deux formations politiques qui arrivent en tête des votes, de l'expression populaire, ça veut dire qu'en réalité, ce sont les intérêts des acteurs politiques qui, à un moment donné, avaient été bousculés par les réformes qui amenaient ces acteurs-là à beaucoup crier. Et j'ai raconté ici, même sur ce plateau, au cours d'une émission, et je le salue au passage, animé ce jour-là par M. Mori Agua, que je salue au passage, je suis sûr qu'il est en train de nous suivre. Je lui ai raconté une anecdote ici un jour. Je dis que j'ai emprunté un ZIM. C'était la veille de l'émission le jour-là. Et pour prendre le pouls, j'ai engagé une discussion avec le ZIM et je lui ai dit, mais c'est vous qui tenez le pays, vous les ZIM. Et vous voyez ce de quoi nous sommes en train de souffrir. En ce moment, c'est difficile d'arrondir les fins de mois, c'est difficile d'accéder à tels avantages, à tel autre service, etc. Est-ce que vous arrivez, vous, à tenir dedans? Je lui ai jeté comme cela, juste pour le tirer, parce que effectivement, il avait montré un peu d'ouverture. Vous savez, les ZIM, ils parlent parfois un peu quand vous êtes quand vous sollicitez leur service. Et donc, j'ai glissé dedans. Et il me dit, ah non, que ce que Patrice Talon fait, eux, ils applaudissent, qu'ils sont d'accord. Et je dis, ah bon, vous, là, vous ZIM, alors que vous entendez tout le temps, il y a des communiqués. Là, ça varie d'un ZIM à un autre. Oui, bien sûr, mais non, attendez, mais ça, c'est quand même très important pour être souligné que ce soit un ZIM quand même si ça varie d'un ZIM à un autre, et ça varie d'un citoyen à un autre, évidemment, tout à fait. Et il me dit qu'en réalité, écoutez son diagnostic, il me dit qu'en réalité, ce sont les acteurs politiques
qui ont perdu des privilèges qui sont en train de crier. Que sinon, que les citoyens sont heureux et sont à l'aise dans ce qui se passe. Et que lui n'est que Zim. Il le dit exactement, je le cite, il n'est que Zim. Mais que quand il sort de chez lui, il rentre le soir avec ce qu'il va manger et ce que sa famille va manger. Et que ce n'est pas à Patrice Talon de venir lui donner ce qu'il va manger. Que ceux qui travaillent mangent. C'est ceux qui refusent de travailler et qui ont passé leur vie à bâtir leurs rêves, leurs ambitions sur le dos de la République à travers la politique, qui sont en train de faire du bruit. Et les résultats des urnes sont en train de lui donner raison aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a passé tout le temps à dire non, ce n'est pas... Même dans le processus pour prendre part à ces élections-là, on a tout le temps vu Patrice Talon partout être en train d'empêcher une formation politique à ne pas se représenter, être en train de mettre des bâtons dans les roues, être en train de débaucher. Mais en fin de compte, les citoyens ont dit non, les deux formations politiques qui se réclament de la majorité, de la mouvance présidentielle, les deux grandes formations politiques qui se réclament de la gouvernance de Patrice Talon, de la majorité présidentielle, nous on est en phase avec ce que ces formations, ces leaders politiques-là sont en train de faire. Et on disait en plus que aucune formation politique ne pouvait emporter 20% de suffrages dans les 24 circonscriptions électorales. Mais moins de 40%. Attendez. On disait que moins de 40%. Permettez-moi d'aller au bout. On disait qu'aucune formation politique au Bénin n'était capable d'avoir 20% dans toutes les 24 circonscriptions électorales. L'UPR et le BRI viennent de démontrer que c'est possible. Et c'est les électeurs, c'est les citoyens qui ont voté. Maintenant, la question là, c'est la responsabilité, c'est pas seulement même les formations politiques. J'avais déjà dépassé ça. Pour la question de participation au suffrage, c'est la responsabilité de nous tous en tant que citoyens. Les uns et les autres doivent l'intégrer. Il ne s'agit pas de rester chez soi, je le disais tout à l'heure, de bouder les urnes et de s'attendre au miracle. Le seul moyen que nous avons au Bénin, République démocratique du Bénin, pour l'unique arme qui est en notre possession, pour pouvoir donner mandat et enlever mandat aux acteurs politiques, c'est le vote. Pour pouvoir dire nous sommes d'accord, non, nous ne sommes pas d'accord, c'est le vote, c'est le bulletin de vote. Et donc si les acteurs refusent, si les citoyens refusent d'exercer leurs droits, de se servir, d'utiliser cette arme-là que la démocratie leur offre gracieusement, gratuitement, et qu'ils ne s'expriment pas, attention, il n'y a pas à pleurer après. Si merci Moïse Morion, merci Stéphane. Non, je voudrais... on a fini. Le temps est parti, Stéphane. Non, juste une minute. Juste une minute. Par rapport à la question de la légitimité populaire. Tout à l'heure, j'évoquais la responsabilité des partis politiques, d'accord? Mais je voudrais ajouter deux éléments en une minute, si vous me le permettez. Vous êtes en train de prendre il y a deux éléments. Le premier élément qu'il faut également voir, c'est la question de la fatigue démocratique, c'est-à-dire la monotonie. Et si à chaque instant, les électeurs ne sont pas un peu fouettés par les acteurs politiques à la base, la monotonie peut contribuer à ça. À ce silence ou à ces abstentions. Oui, également. Maintenant, il y a que les acteurs politiques doivent comprendre que le jeu démocratique ne se fait pas seulement dans les urnes, mais se fait également en gagnant la confiance du peuple. Ce qui fait que les acteurs politiques doivent un temps soit peu oublier... Vous parlez alors d'une crise de confiance. Il y a conflit implicite entre les acteurs politiques et les électeurs et le peuple. Ça là, il faut être clair là-dessus. Maintenant, je dis que il faut que les acteurs politiques oublient un peu les urnes. Il ne faudrait pas que ce soit l'approche de ces élections qu'on aille vers les électeurs. Non, il faut que la présence auprès des électeurs, la présence, n'est-ce pas, donc auprès des électeurs, auprès de la population, soit une présence constante. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a vu aujourd'hui qu'à la faveur de ces élections, les députés, etc., et les conseillers sont allés dans les hameaux, dans les villages les plus reculés pour aller solliciter. Mais dès qu'ils sont élus et qu'ils vont au Parlement, est-ce qu'ils prennent encore le temps d'aller dans ces hameaux-là? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça là qui va contribuer à renforcer ce que j'appelle ici la confiance du peuple. S'ils renforcent cette confiance du peuple-là, lorsque l'heure d'aller aux urnes va sonner, je pense que c'est systématiquement que les populations vont se lever pour aller aux urnes. Merci Stéphane Arinou Rossou. Vous avez pris plus d'une minute.
Bon, c'est pas bien grave, j'y suis arrivé quand même.